N'en déplaise à Antoine de Saint-Exupéry, qui écrit dans Terre des Hommes, je cite, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Fin de citation. Non, aimer, c'est se regarder l'un l'autre, c'est se dévorer des yeux, et même en l'absence de l'autre, le ou la visualiser en pensée et sentir son cœur se gonfler, rayonnant de bonnes ondes. Car aimer, c'est être deux, deux qui s'aimantent et cimentent leur union pour n'être qu'un. Et c'est alors qu'ils regardent ensemble, au-delà d'eux-mêmes, dans la même direction, dit Saint-Exupéry. Notre cœur se sent transporté, élevé et comme aimanté par un amour encore plus grand, car l'amour aimante l'amour. Cet amour visible qui s'élève comme en lévitation dans une dimension invisible est représenté sur la lame 6, l'amoureux du tarot Visconti, par un angelot aux yeux bandés et aux ailes vertes qui rappellent celles d'Isis. Il est suspendu par un ruban rouge, couleur de l'amour universel qui exerce sa loi d'attraction. Et il repose en même temps sur une fine balançoire dorée qu'il fait lui-même osciller au-dessus du couple d'amoureux. Autrement dit, l'angelot se laisse porter par l'amour universel dans un calme serein, tout en allant de l'un à l'autre de ce couple d'amoureux, à la fois au repos et en mouvement. Pour reprendre les mots du Logion 50 de l'Évangile de Thomas. Les amoureux se tiennent la main sous un dais rond, en toile ornée de leurs armoiries. La vouivre d'azur couronnée d'or de la famille Visconti et la croix blanche sur fond rouge de la maison de Savoie. Il faudrait dire de gueule à la croix d'argent dans le langage des blasons. Ce qui identifie Philippe-Marie Visconti et Marie de Savoie, car après lui, les armes du duc de Milan seront dites écartelées de l'Empire et de Visconti. Ce qui situe la date de création de ce tarot vers 1440, puisque Philippe-Marie Visconti est mort en 1447. Il était entouré d'astrologues et d'alchimistes, et sous leur influence, sans doute a-t-il commandé la création de ce premier tarot, le plus riche en symboles ésotériques des trois qui sont apparus à Milan à la même époque. L'Italie en particulier, le duché de Milan et la République de Florence sont alors le creuset d'un humanisme ésotérique qui va révolutionner la pensée de l'Europe entière. À Florence apparaît le Corpus Hermeticum, le texte grec qui sera traduit par Marcille Ficin à la demande de Côme de Médicis, un ensemble de traités hermétiques et alchimiques d'une philosophie de vie éternelle censée être écrit par Thothhermès Trismégiste lui-même. L'homme est au centre de cette philosophie, dira Jean Pic de la Mirandole, en ce que le divin a déposé en lui une volonté de vérité dont il peut user à sa guise, le créant créateur de lui-même. Cette pensée régénérante, créatrice et récréatrice de soi-même, qualifiée d'art royal par les alchimistes, circulera intensément en Italie et se diffusera partout en Europe. Le petit-fils de Côme, Laurent le Magnifique, soutiendra les artistes qui traduiront cette vision dans leurs œuvres. Sandro Botticelli et Léonard de Vinci parmi beaucoup d'autres.
Léonard de Vinci en remplira des cahiers de croquis qu'il présentera à Ludovic Sforza. Jacopo de Barbari à Venise et Albrecht Dürer, qui fera 2 voyages en Italie, représenteront aussi cet art de transformer le regard pour changer de dimension spirituelle, l'art de voir à la fois le visible et l'invisible. En traduisant l'œuvre d'Hermès écrite en grec, Marcille Ficin a aussi traduit l'œuvre de Thoth, dieu égyptien des scribes des écoles de mystère égyptiennes, et il s'est pénétré de leur sagesse jusqu'à régénérer leur dieu Ré, créateur de l'univers et soleil intime en soi-même. Pierre Magnard dit « Très vite, Marcille Ficin est apparu comme le philosophe de la lumière, tout comme un certain peintre, Angelico, le sera lui aussi. Une sorte de parenté de pensée rapproche ces 2 penseurs, unis par le sens de la lumière. Pour Ficin, la manifestation la plus sensible de la vérité la plus haute, c'est le rayonnement du soleil. Lumen est la splendeur d'un paysage illuminé, et lux désigne l'astre d'où la lumière émane. Toute sa réflexion consiste à se demander quelle relation existe entre les rayons du soleil et le soleil lui-même. Nous sommes en tant que créatures des rayons de ce soleil. Tout rayonnement émane du soleil, mais toujours pour y faire retour. Et nos vies bien conduites ne sont pas autre chose. Tu es mon soleil, se disent les amoureux, forts de leur amour spirituel. Ils se tiennent tendrement la main et forment un H de leurs 2 corps tendus l'un vers l'autre. La lettre H des latins et l'état H des grecs, dit Fulcanelli, le plus grand alchimiste du XXe siècle, a été choisi par les philosophes, autre nom des alchimistes, pour désigner l'esprit, âme universelle des choses, principe actif et tout-puissant que l'on reconnaît être dans la nature en perpétuel mouvement et en agissante vibration. C'est sur la forme de la lettre H que les constructeurs du Moyen Âge ont édifié les façades des cathédrales, temples glorificateurs de l'Esprit divin. Initiale du verbe solaire, Hélios, soleil, astre dispensateur de la lumière. Cet agent était jadis désigné entre les adeptes sous l'épithète d'aimant ou d'attractif. Le corps chargé de cet aimant s'appelait lui-même magnésie, et c'est lui, ce corps, qui servait d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Un corps d'amour spirituel figuré ici par l'angelot. 2 chaudes ondes d'amour émanent de la femme qui resplendit comme le grain d'or alchimique du pape, l'âme 5 du tarot, et les mots d'amour de l'homme s'envolent comme la poudre de projection de l'alchimiste, grâce à laquelle il peut à présent transmuter le plomb en or. L'œuvre alchimique métamorphose surtout l'alchimiste lui-même, qui se libère des dogmes religieux et redécouvre la puissance et les merveilles de l'univers où tout est lié, où la matière et l'esprit cohabitent et sont en correspondance, et qui, dans l'être humain, doivent se reconnaître et vivre en harmonie. Il faut même beaucoup de courage pour braver le dogme religieux qui soumet la matière à l'esprit, et oser dire comme Giordano Bruno que la matière, la terre et les astres sont doués de vie, vivant de manière volontaire, et que
Je cite, « Ce n'est pas hors de nous qu'il faut chercher la divinité, puisqu'elle est à nos côtés, mais plutôt en notre fort intérieur, plus intimement en nous que nous ne le sommes en nous-mêmes. » Fin de citation. Il le paiera de sa vie et sera brûlé à Rome en 1600 en place publique, la langue clouée sur un mort de bois. Mais il avait ouvert la voie à Leibniz et Spinoza, philosophes allemands et néerlandais du XVIIe siècle, qui replacèrent le corps et l'esprit l'un en face de l'autre, comme dans les grandes traditions en Orient. Dans cet autre modèle de pensée qui valut à Spinoza d'être ostracisé par sa propre communauté religieuse, l'esprit n'est pas supérieur au corps, ni le corps supérieur à l'esprit. Ils sont parallèles l'un à l'autre, verticalement. Ce qui renverse la philosophie traditionnelle, car alors la morale n'est plus une entreprise de domination du corps par l'esprit. La compréhension de la véritable nature de l'homme replace l'esprit et le corps l'un en face de l'autre, et l'être pensant face à lui-même en son intégralité, car le corps pense comme l'esprit. C'est aussi pourquoi les amoureux du tarot se tiennent l'un en face de l'autre, le corps et l'esprit de l'un n'étant pas supérieurs au corps et à l'esprit de l'autre, ce qui est encore plus insupportable pour les religieux monothéistes, pour qui l'homme supérieur doit dominer la femme inférieure. Spinoza et Leibniz ont redonné à l'être pensant, par la philosophie, la liberté que les religions lui avaient confisquée. Une liberté reconquise par soi-même et vécue avec joie, qui transforme un être moral passif et soumis aux enseignements des autres en un être éthique cultivant par soi-même ses connaissances avec une rigueur presque scientifique. Tandis que l'être moral tend à se perdre dans les méandres de son entendement et à s'enfermer dans l'obscurité de ses propres impasses, l'être éthique, pour s'y retrouver, transforme ces méandres en labyrinthes structurés, éclairant sa conscience. L'être moral n'a d'autre perspective que des connaissances démultipliées dans tous les domaines qui lui laissent le sentiment d'être en périphérie de soi-même. L'être éthique, lui, se recentre sur soi-même, et c'est par le centre qu'il s'évade de son propre labyrinthe et s'élève spirituellement. Et plus l'être éthique s'élève par son propre centre, plus il semble insaisissable et presque transparent pour ses semblables attachés à des morales et des modèles de pensée qui n'offrent d'autres alternatives que la domination ou la soumission à la pensée de l'autre. Et plus l'être est insaisissable pour les autres, plus il se sent invisible et prend conscience de la dimension invisible de l'existence. En fait, les conflits nés de la confrontation des idées en société sont surtout les révélateurs d'une sérénité promise aux êtres qui surmontent leurs propres conflits et deviennent de plus en plus insaisissables à mesure qu'ils s'élèvent dans l'invisible et voient que les autres ne le voient pas. Les contemporains de Leibniz en témoignent en toute bonne foi. « Monsieur Leibniz ne croit en rien, disait-il, et surtout, accusation suprême, il est désarmant, car ses pensées conduisent à déposer les armes là où la défaite et la mort de l'autre donnent aux vainqueurs leur seule raison d'être. » Je cite, « Leibniz semble nous donner les raisons, il approuve nos thèses et les répète, mais par une étrange opération, d'autant plus insupportable qu'elle est insaisissable, nos thèses telles qu'il les répète ont perdu leur pouvoir de mobilisation pour la guerre
et ne contredisent plus frontalement les thèses contre lesquelles elles devaient prévaloir. Fin de citation. La pensée de Leibniz est semblable à une poudre de projection alchimique nommée par Leibniz harmonie préétablie, qui démêle les méandres des pensées négatives et les métamorphose en pensées positives, comme les alchimistes transmutent le plomb en or. L'harmonie et le nombre d'Orphie prédominent dans les œuvres des artistes de la Renaissance, comme ils déterminent les mesures des temples égyptiens et grecs. Et Leibniz a trouvé pourquoi. L'harmonie qui se dégage de toutes ces œuvres et le sentiment d'unité qu'elles génèrent ne surgissent pas par miracle, mais ont leur cause en amont, dans cette harmonie préétablie, puisqu'il est manifeste, dit Leibniz, que l'accord de tant de substances, dont l'une n'a point d'influence sur l'autre, ne saurait venir que d'une cause générale dont elles dépendent toutes. L'être pensant doit jouer comme un musicien de ces deux cordes que sont le corps et l'esprit pour le faire vibrer. Les notes du corps et de l'esprit jaillissant indépendamment les unes des autres, tout en étant en phase. Leibniz tient en effet pour inconcevable toute interaction de l'esprit et du corps. Seules des causes physiques peuvent produire des effets physiques. Les événements physiques et les événements psychiques constituant deux séries causales parallèles qui se correspondent toujours sans jamais se croiser et qui tendent à établir entre elles leur concomitance en vertu d'une harmonie préétablie. Je cite, « De même, dit Leibniz, que les deux balanciers de deux horloges tendent à s'accorder d'eux-mêmes et à se mettre en phase automatiquement, le corps et l'esprit sont appelés à se répondre, et les déterminations psychiques se trouvent corrélées aux déterminations physiques, alors même que chacun suit les lois de son propre agir, sans être déterminé dans son action ni par l'influence de l'autre, ni par l'assistance de Dieu à chaque instant. » Fin de citation. Le nombre d'Orphie est le maître d'œuvre des relations harmonieuses entre le corps et l'esprit, le physique et le psychique, et à un niveau supérieur entre le visible et l'invisible. Les conflits entre le corps et l'esprit, déterminés à la base par le dogme religieux soumettant le corps à l'esprit, masquent le plus souvent cette harmonie potentielle. Mais elle demeure prête à jaillir et à se rappeler au bon souvenir des hommes et des femmes qui se déclarent responsables de leur existence physique, morale, mentale et spirituelle. Il suffit même d'un regard sur le tableau harmonieux d'un artiste de la Renaissance, d'un sentiment d'harmonie ressenti dans un temple égyptien ou grec, pour appeler d'autres regards et d'autres sentiments qui seront les pierres d'une reconstruction physique et psychique globale, d'une existence en harmonie avec la personnalité profonde de chacune et de chacun. Oui, cet immense chantier de reconstruction intérieure est contenu en germe dans un regard ou un sentiment, comme la semence contient la plante et la cellule porte la carte génétique du corps entier. Il s'agit juste au départ de saisir au vol ce regard ou ce sentiment initial d'harmonie. Et c'est peut-être là le plus difficile, car il faut pour y parvenir s'écouter soi-même et prendre au sérieux ses perceptions les plus subtiles, quitte à malmener sa pensée rationnelle, qui se prend trop souvent au sérieux et marginalise les pensées intuitives. Il s'agit pour la pensée rationnelle du cerveau gauche de garder l'esprit clair et la tête froide, alors que le cerveau droit intuitif est prêt à perdre la tête et à s'enflammer,
Et il ne s'agit pas de choisir d'être l'un ou l'autre, plutôt rationnel ou plutôt intuitif, mais d'être l'un et l'autre à la fois, et en même temps. Cette conjonction des deux natures, rationnelle et intuitive, masculine et féminine, est le creuset nourricier des regards et des sentiments suscités par l'harmonie présente en toute chose, à chaque instant. En somme, l'harmonie nourrit l'harmonie. Il s'agit de voir avec nos deux yeux et nos deux cerveaux. Et quand les rapports entre nos natures masculines et féminines sont harmonieux, ils suscitent quantité de visions qui se succèdent et reformulent le nombre d'or. Il y a deux voies pour reformuler le nombre d'or. L'une géométrique par le rapport de proportion appelé d'extrême et moyenne raison, et l'autre arithmétique par la suite des nombres de Fibonacci. Le nom même d'extrême et moyenne raison, fruit de la pensée masculine des hommes bâtisseurs de cathédrales, aurait d'ailleurs pu s'appeler d'extrême et moyenne intuition, si leur femme avait pu l'exprimer elle aussi. L'être pensant pense à la fois avec sa raison et son intuition, et l'une et l'autre s'additionnent en somme pour faire un tout. L'idée n'est pas que la raison et l'intuition imposent leur marque à part égale dans la pensée, mais qu'elles établissent entre elles des rapports harmonieux, l'une par rapport à l'autre et chacune par rapport au tout. Dans une réflexion globale où la raison A et l'intuition B sont en harmonie, elles s'additionnent sous la forme A plus B. L'importance donnée à la raison et la place laissée à l'intuition se traduisent par les rapports la raison A sur la raison B sur l'intuition B égale A plus B sur A. Et ces rapports sont égaux au nombre d'or phi 1,618, 0,34. Mais c'est loin d'être le cas dans la pensée occidentale, où seule compte la raison et où l'intuition est marginalisée, ce qui ne peut que générer des déséquilibres et des conflits entre ces deux modes de pensée. Le nombre d'or était tracé à la règle et au compas par les architectes des cathédrales et au cordeau par les peintres pour célébrer des rapports de force harmonieux entre les personnages et les parties de leurs tableaux. Tout en traçant, ils pouvaient dire, comme les compagnons tailleurs de Pierre de la Bohute, l'organisation qui fédérait à la Renaissance les loges du Saint-Empire romain germanique, je cite, « un point qui va dans le cercle, qui est dans le cercle, qui est dans le carré et le triangle, connais-tu le point? Alors, tout est bien, ne le connais-tu pas? Alors, tout est vain. » Fin de citation. Ce qui peut vouloir dire mes pensées rationnelles et intuitives ont un centre, un point, qui est le cœur et la racine des connaissances que j'ai réellement assimilées et intégrées. Et elles forment un tout carré de côté 1, ou racine de 1. Et j'en prends une moitié, un demi, rationnelle ou intuitive. J'élève ma pensée jusqu'à la limite supérieure de mon carré, racine de 5 divisé par 2, c'est-à-dire au maximum de ce que j'ai réellement intégré dans mon métier, à la fois intuitivement et rationnellement. Et je rajoute à cette élévation de pensée, à ma première moitié de connaissance, pour penser harmonieusement. À cette époque, le métier était la référence d'un savoir-faire et d'un savoir-être, et être reconnu par ses pairs valait toutes les médailles. C'est encore le cas aujourd'hui dans le compagnonnage, comme dans tous les métiers où la satisfaction du travail bien fait nourrit l'esprit. Le nombre d'or est aussi la marque de tout ce qui porte la vie dans la nature et de la vie elle-même
qui se développe par étapes comme une suite de nombres reliés par le nombre d'or, la suite de Fibonacci en particulier. 0, 1, puis 1, puis 2, puis 3, puis 5, etc. Chaque terme est la somme de deux nombres qui le précèdent. 1 égale 0 plus 1, 21 égale 8 plus 13, etc. Et le quotient de deux termes consécutifs, 2 divisé par 1, ou 3 divisé par 2, ou 5 divisé par 3, est la meilleure approximation du nombre d'or. Cette suite de rapports harmonieux se révèle dans les perceptions répétées de la beauté du monde, omniprésente dans les œuvres des artistes de la Renaissance et l'architecture des temples égyptiens. La Madone de Raphaël représente même la matrice du nombre d'or, et le temple de la reine pharaon Hatshepsut est une invitation à s'immerger dans cette matrice pour passer du visible à l'invisible. À nous de découvrir la spirale qui se déploie en partant du visage de la Madone et les nombres de la suite de Fibonacci qui correspondent aux formes géométriques du temple d'Hatshepsut. Des carrés de côté 1, double carré de côté 1 et 2, etc. Concrètement, il s'agit de penser aux petites choses de la vie comme aux grandes questions philosophiques en se fiant à la fois à la raison et à l'intuition, dans des proportions proches des nombres de la suite de Fibonacci. Par exemple, pour répondre à des questions d'ordre personnel, combiner 3 réponses rationnelles et 5 intuitives, ou l'inverse, 3 pensées intuitives et 5 rationnelles. Il appartient aux hommes et aux femmes de trouver leur propre combinaison, celle de leur propre coffre-fort, d'être harmonieux et heureux de vivre. Je cite Leibniz, « En vertu de la loi d'individualité, chaque individu a pour ainsi dire sa formule. » De même que dans une série mathématique, on peut trouver les termes suivants quand on a trouvé la loi de l'ordre des premiers termes. De même, on observe un ordre semblable dans les pensées d'un être qui se modifie et se perfectionne intérieurement. L'individualité consiste dans la loi de succession de ces changements d'état, non seulement nouveaux, mais plus parfaits. En dernière analyse, pour Leibniz, l'existence est organisée de telle sorte que les lois purement mécaniques agissent dans le sens exigé par les lois de la justice et de l'amour. Ainsi, l'intuition peut trouver dans le tarot divinatoire des réponses à toutes les questions, des solutions à tous les problèmes, mais ces réponses doivent, pour éclairer l'esprit, se combiner à des réflexions tout à fait rationnelles. C'est pourquoi les grands voyants ont la tête dans les étoiles et savent garder les pieds sur terre. En amour, seuls comptent les coups de foudre, dit l'intuition. On apprend à aimer, dit la raison. Les deux sont dans le vrai et peuvent s'entendre, à condition de s'écouter soi-même et de prêter attention à ce que nous glisse à l'oreille le subconscient comme à ce que nous claironne la conscience, à condition de s'aimer globalement, d'aimer la vie, d'aimer l'amour. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'âme des étoiles et à cette adresse, et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.